remercier les gens courageux qui vont Bon, rester debout. Allez, merci. Alors merci à tous et à toutes d'être présents. J'espère que cet indice de chaleur dans la salle est une indication du thème qui nous rassemble. Voilà. Alors, cet après-midi, puisqu'on est à Energy Meeting, on va se rappeler tous ensemble que le bâtiment, c'est de l'énergie. C'est que de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie d'exploitation, mais c'est aussi de l'énergie pour construire. Donc, de quelque façon qu'on le prenne, vous le savez, c'est 30%, un peu plus 30% du bilan carbone de nos sociétés. Voilà. Et puis, il faut qu'on divise ça par 10. Et en plus, c'est faisable. On sait techniquement que c'est faisable. C'est pas vrai dans tous les secteurs, mais la décarbonation de l'immobilier, c'est quelque chose qui est technologiquement faisable. C'est qu'une question d'organisation et de volonté. Autant dire, c'est une question politique. Donc la question politique monte, c'est-à-dire que le bâtiment est identifié comme une source de gains d'économie de gaz à effet de serre. Et donc autant dire qu'on va avoir collectivement une pression considérable qui est déjà à l'œuvre pour changer notre manière d'exploiter les bâtiments et notre manière de construire. Il n'y a pas de rupture technologique attendue pour faire ce gain considérable. C'est juste des changements de façon d'être par rapport à l'immobilier. Donc voilà, en France, on est très en avance. On a la RE 2020, on a le DPE avec l'interdiction de louer désormais des logements dans les catégories les plus basses. Petit message à l'attention des gens, non pas de la construction, mais de l'immobilier qui sont dans la salle. Ces transformations-là, elles ont aussi un impact assez rapidement sur la valeur des choses. Voilà, donc j'en vois un ou deux que je connais, voilà, qui font bien de s'intéresser à ces sujets parce que ça va changer la valeur des choses. Voilà, donc l'IFPEB va vous raconter sa petite histoire cet après-midi. C'est Christophe qui va s'y employer. C'est une histoire d'abord d'honnêteté intellectuelle, c'est très important. C'est-à-dire que l'IFPEB avance des choses qu'elle a vérifiées et qu'elle a vérifiées de façon pratique avec, c'est l'autre pendant de la pratique de l'IFPEB avec des expériences en vrai. C'est-à-dire que l'IFPEB se base pour ses recommandations, pour ses plaidoyers, sur des expériences opérationnelles réussies. Et on aura un certain nombre de partenaires, BNP Paribas, Real Estate, Orange, et j'ai oublié le troisième. Société de la Tour Eiffel. Les sociétés de la Tour Eiffel qui vont nous faire part des expériences réussies de transformation qui sont au droit ensuite des conclusions de l'IFPEB et des revendications et des plaidoyers de l'IFPEB pour la modification des réglementations. Voilà, et puis j'ai mes petits camarades de Carbone 4 aussi qui sont là aujourd'hui et qui vont vous parler de deux choses en même temps et d'autres peut-être qu'en même temps que l'IFPEB, mais notre aventure sur le hub du prescripteur bas carbone, qui est une des initiatives collectives de l'IFPEB et qu'on partage avec Carbone 4. Et puis quelque chose qui va intéresser le monde de l'immobilier, et qui illustrera tout à l'heure César, c'est la Net Zero Initiative. Comment, justement, la performance des acteurs de l'immobilier va se traduire dans des valeurs qui vont changer. Voilà. Et donc, in fine, dans des conséquences strictement économiques pour les acteurs de l'immobilier. Voilà, je fais très vite parce qu'on est un peu contraint et puis que vous avez chaud. Et donc je passe la parole à Christophe pour vous détailler le programme de cet après-midi. Et puis on est aussi pressé parce que je crois savoir qu'il y a monsieur le ministre Christophe Béchu qui vient à 17h15, donc si on est en retard, on sera obligé de lui envoyer un mémo. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez, donc je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. On va passer 2 heures ensemble aujourd'hui. Et en fait, on va se raconter une histoire de la neutralité carbone, c'est très dur, voire peut-être même impossible, mais c'est justement parce qu'on ne le savait pas qu'on essaye de le faire. Et donc on va vous décrire un socle programmatique qu'on a élaboré avec l'ensemble des membres de l'Institut depuis plusieurs années à présent. Puis on a des gens qui vont venir nous raconter des vraies histoires dans la vraie vie, parce que c'est toujours plus intéressant le terrain que les PowerPoint, mais il y a quand même quelques PowerPoint. On va commencer aujourd'hui donc par une première conférence. On va se poser la question de la compatibilité des bâtiments à la neutralité carbone. Et comme vous l'avez compris, on a élaboré un socle technique qu'on pense être lourdement déployable dans les opérations. Donc j'en profite pour saluer Paco Vadio, qui est avec nous aujourd'hui, qui est consultant senior chez Carbone 4 et qui va animer avec moi cette première conférence.
Alors commençons par un point d'étape, finalement, sur le sujet de la neutralité carbone. Où en sommes-nous? Des chiffres, des chiffres, des chiffres, on n'arrête pas d'en parler. Mais très concrètement, on parle beaucoup du futur, mais regardons un petit peu où on en est à l'heure actuelle. Déjà, si on regarde dans le rétroviseur, il est vrai que l'accord de Paris de 2015 est quand même une date essentielle, puisque c'est quand même un moment où on a cristallisé un concept un peu théorique, qui est la neutralité carbone, et on s'est donné un objectif collectif, avec plus de 175 parties aujourd'hui, et puis il y en a bien plus. Et si on essaie d'être neutre en carbone, cet équilibre dynamique entre des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions, truc un peu théorique. Et tout le monde est reparti de cet accord de Paris avec l'ambition de faire une déclinaison opérationnelle. L'Europe a élaboré une stratégie énergie-climat. Ils sont dans une démarche d'accélération en ce moment, Fit for 55, pour ceux qui connaissent un peu cette démarche européenne. Et la France aussi a bâti sa stratégie énergie-climat. À quoi ça ressemble une stratégie bas carbone à l'échelle d'un pays? Ça ressemble à ça. Alors il y a une métaphore qui marche incroyablement bien. Le carbone, c'est exactement comme l'argent. Donc je vous présente ici le business plan du pays. En bleu, au-dessus, vous avez nos dépenses et en bas, vous avez nos recettes. Donc on perd de l'argent. D'ailleurs, si on passait en comité d'engagement, on serait bien mal à l'aise. Et l'objectif de neutralité carbone, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'arrêter d'en perdre. Donc on se donne cet objectif incroyable à l'horizon 2050, avec un point d'étape tout à fait essentiel en 2030. On parle beaucoup de 2050, mais on s'est donné plein d'ambitions pour 2030. Ça arrive dans 7-8 ans, 7 ans maintenant. C'est de faire cet équilibrage entre nos dépenses. On perd de l'argent, mais on en gagne un peu aussi. Mais comme vous pouvez le voir graphiquement, on en perd quand même beaucoup plus qu'on en gagne. Donc finalement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que quand on regarde visuellement cette ambition de neutralité carbone, on a tout de suite l'intuition qu'il y a un des deux qui va être incroyablement dur, c'est la réduction des émissions. Voilà, on le voit tout de suite. On va devoir diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Et Laurent l'a dit, on a un mélange entre de la chance et un peu une malédiction sur nos épaules, c'est que le secteur du bâtiment est perçu comme l'un de ceux qui est le plus susceptible d'y arriver. Donc lourde est notre responsabilité. Comment allons-nous faire? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Une fois qu'on s'est dit ça, on pourrait se poser la question, où en sommes-nous? Quel est le chemin parcouru? Et là, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Au niveau planétaire, on a plutôt tendance à avoir une évolution des émissions de gaz à effet de serre. On pourra en parler pendant une heure, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. En tout cas, c'est la trajectoire qui est prise. Et l'Europe est en train de faire un tour de force assez incroyable, puisque l'Europe a souhaité annoncer être le premier continent qui sera neutre en carbone en 2050. Et on est en train de faire un tour de force, puisque l'air de rien, on est en train de créer ensemble, et on sait que c'est très dur, on transpire pour le faire, mais on crée un autre monde où les émissions de gaz à effet de serre diminuent. C'est très dur, c'est compliqué, mais en tout cas, on est dans cette trajectoire-là. Ça, c'est pour le côté, entre guillemets, positif de la démarche qu'on est en train de construire. Néanmoins, si on regarde les objectifs qu'on s'est donnés, en 2030, l'Europe veut faire 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin en 3/4 du temps. Il nous reste 7 ans pour faire l'autre moitié du chemin. Donc on est plutôt des bons élèves, mais il nous reste un effort très colossal à faire si on veut réussir à s'inscrire dans cette trajectoire. Donc il y a urgence à agir, et les prochaines années vont être tout à fait décisives. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous présente un socle où on considère que l'ensemble du cocktail technique est là disponible, donc il ne reste plus qu'à passer à l'action, et c'est toujours le plus dur de passer à l'action. Si on regarde un peu le secteur du bâtiment, essayons ensemble de faire un peu un décryptage. Tout à l'heure on était à l'échelle du pays, et maintenant on zoome sur le bâtiment. Première chose, l'objectif du bâtiment, il est de 50% en 2030. On veut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un peu rigolo, la loi des nombres, mais comme pour le pays, on a fait la moitié du chemin. On est à 26%. Alors la tentative, très difficile de décryptage, je vais apporter quelques éléments. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on construit vite. Si on regarde dans le rétroviseur, depuis 1990, on a augmenté de 50% la surface tertiaire. On avait 600 millions, on a 1 milliard aujourd'hui. Et on a augmenté d'à peu près 50% le nombre de logements. Donc on construit incroyablement vite. On peut se féliciter de cette trajectoire, même si c'est des sujets forcément qui posent toujours question. Deuxième problématique, on rénove plutôt lentement à l'inverse. Et là, en l'occurrence, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais dans la stratégie nationale bas carbone, on se raconte sans cesse qu'on veut rénover un nombre très conséquent de logements en BBC, donc un niveau maximum de performance, et on peine à faire ces rénovations globales. Et si on regarde le sujet de la maîtrise de l'énergie, sur le tertiaire, on a plutôt tendance à avoir une surconsommation, même si on ne va pas se mentir, ces dernières années, ça baisse un peu, puisqu'on a eu quelques éléments comme le Covid, le plan de sobriété, l'explosion du prix de l'énergie, qui nous ont aidés à être courageux et à faire baisser les consommations d'énergie. Et puis sur le résidentiel, il y a plutôt une stagnation.
Donc, finalement, vu de Mars, on pourrait se dire comment est-ce qu'on a réussi à diminuer de 26% les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, puisque la maîtrise de l'énergie, ça stagne à peu près, ça descend un peu, mais pas assez vite. On a du mal à rénover, on construit vite. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même à faire reculer les énergies fossiles, ou en tout cas le fuel en grande partie, au profit d'un autre mix énergétique. Et il se trouve qu'en France, vous l'avez peut-être à l'esprit, mais on a un vecteur qui est incroyablement décarboné. Donc on arrive quand même à diminuer les gaz à effet de serre, mais ça plante un peu le drapeau, enfin le décor des efforts qu'il va falloir collectivement qu'on fasse. Pourquoi est-ce que le secteur du bâtiment est un secteur stratégique pour les sujets de décarbonation? C'est intéressant de faire un peu le décryptage de, à l'échelle nationale, ça coûte combien en carbone le secteur du bâtiment? Et là, vous retrouvez un peu une répartition. On voit l'agriculture, le transport, la production d'énergie. Et vous le voyez mal car ça pixelise, forcément. J'ai une slide qui est mal préparée. Mais si on zoome un peu, vous verrez que le bâtiment, c'est à peu près 89 millions de tonnes, c'est 20%, 19%. Mais en fait, ces 19%, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la combustion d'énergie fossile sur site. Par exemple, si dans ce bâtiment, il y a une chaudière gaz avec une cheminée, ça fait des émissions de gaz à effet de serre, on les somme et ça fait 19% au national. Mais dans ce bâtiment, il y a aussi peut-être des tuyaux qui alimentent de la chaleur, des câbles qui amènent de l'électricité. Donc si on tire sur ces câbles et sur ces tuyaux, on va peut-être arriver à un autre endroit, il y a aussi des cheminées. D'accord? Donc si on cumule aussi cette énergie qui vient d'un peu plus loin, qu'on appelle le scope 2, là on va rajouter 6% dans la besace du bâtiment. Et quelque part, c'est un peu le bâtiment qui en est responsable. Donc c'est normal qu'il en revendique la paternité. Puis peut-être le dernier cheminement intellectuel qu'on pourrait faire, c'est de se dire que dans ce bâtiment, il y a des matériaux qui ont été livrés, ils viennent de sites industriels. Donc si on va voir ce qui se passe sur les sites industriels, parfois on verra aussi des cheminées. Donc on a aussi la tentation de revendiquer la paternité de ces émissions de gaz à effet de serre. Et là, on arrive à peu près un tiers. Voilà. Ce qui compte, c'est plutôt les ordres de grandeur. Tout ça pour dire que quand on regarde tout, le secteur du bâtiment, non seulement est celui qui est le plus susceptible de réussir à se décarboner, mais en plus, il pèse très lourd dans l'équation. Excellente nouvelle. Et donc on a, en bon père et bonne mère de famille que nous sommes, deux budgets, on parlait d'argent tout à l'heure, qu'on va tous gérer, c'est l'énergie et les matériaux. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre budget? Ça, c'est la question qu'on va se poser collectivement. Alors là, on en retrouve nos deux budgets. Voilà. On a ces deux budgets-là, on ne sait pas trop quoi en faire. Ce qu'on sait, c'est que pour l'énergie, quasiment la totalité des émissions de gaz à effet de serre viennent du parc existant. 60-40 entre le résidentiel et le tertiaire. Quand on se projette en 2050, on sait que la plupart des bâtiments sont déjà là. On les voit par la fenêtre, on les aperçoit, on les occupe, on y travaille. Et on sait qu'on va vouloir aller très très loin en décarbonation. Donc, première intuition qu'on peut partager, peut-être falloir qu'on s'en occupe un jour de tous ces bâtiments. Donc il faut qu'on s'occupe de ces bâtiments-là si on veut travailler notre budget énergie. Et sur le budget matériaux, aujourd'hui, on dépense la plupart de notre budget matériaux plutôt pour construire des bâtiments. Et donc à nouveau, la grande question qu'on va se poser, c'est comment je gère ce budget matériaux si je veux réduire drastiquement les émissions. Voilà un peu les deux défis qui sont posés à l'immobilier et à la construction. Comment je gère ces différents budgets? En tout cas, on a des premiers signaux faibles sur les challenges qu'on va devoir relever. Et pour ce faire, on s'est remonté les manches et on a essayé d'écrire une histoire qui va vous être racontée tout à l'heure de façon très concrète par des acteurs de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des bâtiments compatibles neutralité carbone? On a imaginé un socle technique en 5 points qu'on va tenter de vous raconter en très peu de temps. Point numéro 1, un bâtiment qui se veut compatible à la neutralité carbone ne va pas chercher à afficher un 0, mais va plutôt se mettre dans une dynamique de progrès. Et je propose du coup à Paco de nous expliquer comment on s'organise. Merci Christophe. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans la dernière slide qu'a montré Christophe, c'est que cette question qui nous dit cette assertion en l'occurrence qui nous dit qu'un bâtiment ne peut pas être neutre, ça s'insère bien dans un changement de paradigme qu'on a initié depuis 2019, notamment au travers des travaux de César Dugast, qui est avec nous ici, au travers de la Net Zero Initiative, donc NZI, et qui repose sur une première chose, c'est que, là Christophe l'a dit, un bâtiment ne peut pas être neutre. Nous, globalement, ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'une entreprise ne peut pas être neutre. Par contre, une entreprise contribue nécessairement au changement climatique et donc doit pouvoir contribuer à l'atteinte de la neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire de faire cette distinction-là? Ça veut dire qu'au départ, on part d'un processus qui est statique. Donc on se dit très clairement qu'une entreprise pourrait faire le bilan à la fin de l'année et se poser la question d'avoir atteint un état de neutralité. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette contribution à la neutralité, ça devient un phénomène dynamique. Donc on est obligé d'y contribuer dans le temps de manière itérative. Et la deuxième chose, c'est qu'une entreprise toute seule ne peut pas atteindre cet objectif, puisque la neutralité, elle est définie scientifiquement à l'échelle planétaire uniquement. Donc elle n'est pas définie à l'échelle ni d'une entreprise ni d'un produit. Et donc on est obligé d'y aller de façon collective. Ça veut dire que toutes les entreprises doivent y aller ensemble.
Mais il y a aussi un certain nombre d'interdépendances qui fait que les entreprises doivent aussi s'aider et s'entraider à contribuer à la neutralité. La deuxième chose que ça dit, c'est que, c'est un terme qui vous parlera peut-être un petit peu plus, c'est la question de compensation. À partir du moment où on contribue à la neutralité de manière collective et de façon dynamique, la question de compenser, c'est-à-dire ici de soustraire des émissions induites avec des crédits carbone, par exemple, elle n'a plus de sens, puisque en réalité, l'ensemble des sociétés avancent, l'ensemble des entreprises ici avancent ensemble vers un objectif global et vers un objectif dynamique, donc collectif, à l'échelle planétaire. Pour autant, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des entreprises dans les différents secteurs d'activité n'ont pas la même capacité à agir, on l'a dit, sur la réduction de leurs émissions, mais également sur le développement des puits de carbone. Donc la finance carbone garde un sens pour les secteurs d'activité qui n'ont pas la capacité de développer les mêmes capacités de séquestration que d'autres. Si on pense par exemple au secteur de l'agriculture, il y a beaucoup plus de capacités de séquestration que pour le secteur, par exemple, de la mobilité ou de l'automobile. Qu'est-ce que ça veut dire ça très concrètement pour les entreprises? On l'a décliné, on l'a dit, cette neutralité planétaire revient à équilibrer, donc à l'échelle de la planète, les émissions d'un côté et les puits de carbone de l'autre. Au travers de la matrice NZI, la manière dont on a voulu l'organiser, c'est autour de 3 piliers. Le premier, c'est ce pilier A de réduction des émissions d'une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. C'est le fameux bilan carbone, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire mes propres émissions. La deuxième chose, on l'a dit, c'est qu'on a affaire à un objectif dynamique et collectif. Et donc, à partir du moment où j'aide d'autres parties prenantes à réduire leurs émissions, je participe également à la réduction des émissions mondiales. Ça, c'est ce qu'on a mis dans le pilier B, ce qu'on appelle généralement des émissions évitées. Et puis, dans un troisième temps, la deuxième jambe de cette neutralité carbone, c'est le développement des puits de carbone. Et donc, chaque entreprise, étant donné qu'elle émet des gaz à effet de serre, participe au dérèglement climatique et donc a une forme de responsabilité dans le développement des puits de carbone. Concrètement, ce qu'on dit également, c'est qu'une fois qu'on a défini ces piliers-là, il est important de savoir dans un premier temps déjà les mesurer. Comment est-ce que je mesure ma réduction effective d'émissions dans un premier temps? Comment est-ce que je mesure également ma contribution pour aider les autres à réduire leurs émissions? Et puis comment est-ce que je mesure ma contribution au développement des puits de carbone? Donc la mesure, c'est le premier point qui est extrêmement important. Et on le voit au travers du socle de l'IFPEB juste après, que cette mesure-là, elle est très bien définie. La deuxième chose, c'est qu'il faut des engagements pertinents. On l'a dit, la raison pour laquelle on a effectué ce changement de paradigme-là, c'est pour recoller un consensus scientifique. Donc on se doit d'avoir des engagements et des objectifs de réduction notamment et de développement des puits qui correspondent au budget carbone qui sous-tendent cet objectif de neutralité planétaire. Donc on se doit de fixer des objectifs pertinents. Et le troisième point, mais qui est certainement le plus important, c'est la question de l'alignement. Pour le dire simplement, ce qu'on dit ici, c'est qu'on est en train de parler d'un phénomène physique concret. Et donc, si on essaye d'agir et de contribuer à la neutralité, il va falloir s'assurer qu'on réduit effectivement nos émissions, qu'on contribue effectivement à l'augmentation des puits, et donc chaque année, s'assurer de manière itérative qu'on est en train de contribuer dans le bon sens et à la hauteur des objectifs qu'on a définis. Donc certes, c'est un objectif dynamique de long terme, ça n'empêche pas d'avoir une vision itérative année après année et de venir vérifier le niveau d'avancement concret de nos actions. Tous les ans. Tous les ans. Comme un patron rend compte de ses comptes tous les ans. Le carbone, c'est pareil, et ça va parler à vos dirigeants dans vos entreprises. Il faut rendre compte de sa performance tous les ans. C'est ça, tous les ans, avec cet objectif toujours de long terme et trouver vraiment cette cohérence entre les deux. Bon, c'est très rapidement là-dessus, parce que César vous en parlera aussi juste après. Évidemment, c'est une méthodologie qui demande des développements continus. Et qui demande aussi à être rendu opérationnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui aussi aux côtés de l'IFPEB, c'est qu'au travers de ce socle technique de bâtiments compatibles neutralité carbone, c'est une forme d'opérationnalisation des concepts d'NZI et de cette contribution à la neutralité planétaire, et puis c'est une forme de diffusion de ces concepts également. Pour terminer, pour celles et ceux pour qui ce serait un tout petit peu trop théorique, concrètement, si je prends l'exemple d'une foncière, pilier A, scope 1 et 2, émissions liées aux consommations énergétiques des bâtiments, scope 3, plutôt l'achat des matériaux qui seront nécessaires à la rénovation dont parlait tout à l'heure Christophe. Alors de quoi est-ce qu'on parle dans le pilier B? Dans le pilier B, avec le même exemple de la foncière, vous n'avez rien dans les opérations directes. C'est logique, la réduction des émissions de vos opérations directes tombe dans votre pilier A par définition. Par contre, si demain, en tant que foncière, je rénove mon bâtiment avec des standards de performance énergétique et une baisse d'émissions de gaz à effet de serre juste avant de le céder à un autre acteur du marché, je permets à cet acteur-là de réduire ses émissions dans le temps, et moi, en un sens, j'en profite pas directement. C'est tout le sens de ces émissions évitées, et ça tombe dans les émissions évitées, en l'occurrence, amont aval de la chaîne de valeur. Puis le dernier point, sur la séquestration, on l'a dit, tous les secteurs d'activité ne peuvent pas contribuer de la même manière sur ce pilier C.
Pour autant, je ne peux pas m'empêcher une petite réflexion qu'on a souvent, en l'occurrence sur les absorptions directes. Si demain une foncière n'est plus simplement un gestionnaire d'actifs bâtis, mais devient par exemple un gestionnaire de parcelles végétalisées, imaginons d'une forêt, cette forêt va séquestrer du carbone. Et ce nouveau métier-là, il montre qu'on a la capacité de participer au développement de ces puits de carbone et donc de transformer le métier pour l'amener vers une forme de contribution aussi sur ce poste-là. Sachant qu'en termes d'absorption indirecte, on pourrait penser aussi à la mise en œuvre de bois d'œuvre avec du bois qui va permettre de stocker sur le long terme le carbone qui a été stocké en forêt, contrairement à du bois de chauffage par exemple. Et puis la dernière ligne que vous voyez tout en bas, pour les acteurs et pour la fin, pour venir atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux, reste la finance carbone tant sur l'évitement que sur la séquestration. Pour terminer là-dessus, un point important, on s'est parlé des 3 piliers, la contribution elle se fait au travers de ces 3 piliers, nécessairement c'est complémentaire et c'est disjoint. Par contre le pilier A, la réduction des émissions, reste la priorité absolue, Christophe l'a dit, on a des ambitions extrêmement élevées et il faut absolument commencer par réduire drastiquement ces émissions-là. Donc vous le voyez, ce concept-là théorique d'NZD aujourd'hui, nous notre objectif c'est de le décliner de façon opérationnelle, notamment au travers de l'immobilier. Pour ça je vais laisser César vous en parler 30 secondes. Comme Paco l'a dit, je ne sais pas si ça marche. Vous m'entendez ? C'est bon ? Parfait, merci. Comme Paco l'a expliqué, donc ce travail-là qu'on vient de vous montrer, c'est un travail qui existe depuis 2019. Et comme vous l'avez vu, c'est un travail qui est plutôt transsectoriel. Ce qu'on veut faire cette année, avec nos partenaires, avec notre conseil scientifique, c'est de commencer à faire des déclinaisons sectorielles exhaustives. Donc on va commencer avec 5 secteurs, dont le numérique, l'énergie, etc. et le real estate. Donc 2023, ce sera le lancement du NZD for Real Estate. Le but du jeu, c'est de créer des feuilles de route sectorielles très précises pour savoir comment un acteur du bâtiment, de l'immobilier, de la construction peut se doter d'une stratégie neutralité carbone complète sur ces 3 piliers. Et enfin, ce travail qui est vraiment à l'échelle corporate, à l'échelle entreprise, il va s'articuler très très bien avec l'approche que Christophe va vous montrer sur des axes programmatiques qui sont liés à l'échelle bâtimentaire. Donc, Net Zero Initiative échelle entreprise, qui trouve un écho opérationnel très fort dans les axes programmatiques de Christophe. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci César et merci Paco. Et donc, sans transition aucune, quoique s'il y a eu quand même une belle transition, je vous propose maintenant de rentrer dans le détail un peu de ces axes programmatiques, sachant que je fais d'ores et déjà un clin d'œil à nos conférenciers qui vont venir un peu nous raconter ce qui se passe sur le terrain quand on essaye de mettre en œuvre tout ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir lourdement listé des milliers d'actions, on a quand même réussi un effet de suprasynthèse, et on en a trouvé 3, avec des niveaux d'impact et des niveaux de difficulté qui sont assez différents. Intensifier l'usage, consommer moins et consommer mieux, qu'on connaît tous par cœur. L'exercice qu'on a fait, c'est rentrer dans le détail de quels sont les sous-leviers, qu'est-ce qui relève de réduire ses émissions, qu'est-ce qui relève d'aider les autres, qu'est-ce qui relève de retirer du CO2 de l'atmosphère, donc les piliers d'NZD. Et puis on est aussi rentré dans le détail de quels sont les indicateurs qui vont pouvoir être monitorés, et puis quels sont les champions qui ont réussi à aller très très loin sur chacun des indicateurs, et on en aura quelques-uns tout à l'heure des champions. L'intensification d'usage, en fait, c'est réduire le besoin net en mètres carrés. Et quand on réduit le besoin en mètres carrés, ça cartonne. Forcément, on est super performant. Mais c'est tellement dur. C'est dur à mettre en œuvre, c'est dur à mesurer, c'est dur à monitorer, mais c'est le plus impactant. Quelque part, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette réduction de besoin net en mètres carrés ? Réveiller des mètres carrés endormis, aller travailler sur de la vacance structurelle, de la vacance diverses et variées de locaux qui sont vides, ou aller travailler sur des ouvertures, de la mixité, de l'hybridation, bref, tous les leviers qui vont faire qu'on va avoir des mètres carrés qui vont servir à quelque chose. Voilà. Une fois qu'ils ont été mis en œuvre, plus ils sont utilisés, plus ils sont confortables aussi d'ailleurs. Valeur d'usage fait partie aussi de ce levier-là dans la publication qu'on a faite. Plus on va valoriser intelligemment ces mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, le plus dur, mais le plus impactant. Ensuite, consommer moins l'énergie et les matériaux. Et donc là, effectivement, à chaque fois qu'on se retire le besoin net en kilowattheure ou le besoin net en ressources, fatalement, on n'est pas à l'abri d'avoir des impacts environnementaux intéressants. Puis là, on a un peu de chance parce que tout ce qu'on a appris sur l'énergie, ça marche aussi assez bien sur les matériaux. Le meilleur kilowattheure, c'est celui dont on n'a pas besoin. Et donc, il y a un point commun avec le meilleur matériau, c'est celui dont on n'a pas besoin non plus. Et puis, on a quand même besoin d'énergie et besoin de matériaux. Et donc, on va se poser la question de l'impact environnemental de ce qui rentre dans le bâtiment. Donc là, on est plutôt sur la partie consommer mieux.
vous retrouvez, donc on a une publication en fait qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, vous pourrez la découvrir et vous retrouverez l'ensemble des indicateurs, des leviers programmatiques qui ont été identifiés, l'ambition étant de lourdement faire ruisseler dans les programmes divers et variés ces différentes actions. Voilà pour le programme. J'avance un peu parce qu'il me reste 5 minutes. Point numéro 3. On avait 5 points dans notre socle bâtiment compatible neutralité carbone. Le premier point, c'était ne pas afficher zéro. Ce n'est pas le but. On essaie d'être dans un progrès avec une performance annuelle comme l'argent. Le deuxième, c'est 3 leviers. Intensifier l'usage, consommer moins, consommer mieux. Et le troisième, c'est quoi mon potentiel maximum? Voilà. C'est quoi le maximum? Le maximum, ça fait mal cette question-là parce que tout de suite, on se dit, oh là là, ça va coûter super cher. Mais se poser la question du maximum, c'est prévoir le futur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'à chaque fois qu'on révise notre stratégie nationale bas carbone, on va la réviser cette année. D'ailleurs, on verra ce que Christophe Béchu nous dit ce soir. Mais cette année, vous l'avez peut-être en tête, on va passer à l'Assemblée nationale une loi de programmation énergie-climat. Donc on va réviser notre SNBC. Moi, j'ai l'intuition que la pente va se durcir. Donc évaluer son potentiel maximum, c'est de toute façon dans son plan de bataille une information qui sera tout à fait intéressante. Je peux descendre jusqu'où en consommation énergétique? Je peux descendre jusqu'où en potentiel d'énergie décarbonée sur ma parcelle cadastrale, à côté de chez moi, loin. En tout cas, il y a toutes ces questions-là qui vont être tout à fait essentielles. Et comprendre jusqu'où on peut aller, c'est être prêt pour décarboner au maximum. Point numéro 4, sur l'énergie, on propose de raisonner avec une performance millésimée, comme l'a éminemment bien fait la RE 2020. La notion de millésime, tout de suite, qui amène dans un imaginaire sympathique. Donc là, en gros, ça veut dire quoi, raisonner en performance millésimée? Vous retrouvez ici en ordonnée une intensité carbone, je consomme de l'énergie avec un poids carbone, et puis en abscisse, le temps. Et donc on évalue son potentiel maximum. Voilà. Une fois qu'on a évalué ce potentiel max, on se dit, voilà, si j'étais fou et que je mettais un budget illimité dans la décarbonation, j'irais chercher ce potentiel maximum de décarbonation. Mais je ne suis pas fou, et en fait, j'ai une stratégie où des fois, il y a un truc qui tombe en panne, je le remplace. Des fois, je fais un jeu rigolo, on se met autour d'une table, on discute, et puis je rétrocommissionne mes installations, et puis des fois, j'isole mon bâtiment. Bref, voilà un peu la réale de la vie d'un bâtiment. Et donc on se rend compte qu'il y a des moments où on fait des gains, on va plus vite que ce qu'on aurait pu faire, puis il y a des moments où on fait des pertes. Rappelez-vous la métaphore de l'argent. Donc c'est intéressant de mesurer ça, et le fait d'avoir son potentiel maximum, ça permet de le monitorer. Puis finalement, on peut regarder le millésime. Finalement, je me positionne où? Quand je suis un millésime futur, c'est-à-dire que mon bâtiment est dans une logique d'anticipation. Voilà, je suis plus performant que ce que je pourrais être. Puis quand on a un millésime un peu en recul, c'est-à-dire que mon bâtiment, il est un peu has-been, quoi. Il est complètement à la bourre, on est en train de générer une dette carbone. Ce raisonnement en millésime, il permet de se comparer. Voilà. Nous, on aime bien se comparer à l'IFPEV, on a pas mal de trucs où on se compare, on se tire la bourre, etc. Bon, bref. Donc ça permet d'avoir un socle de pensée où, de façon extrêmement simple, on se compare et on voit si on est en retard ou pas dans cette logique de décarbonation. Je vais un peu vite, j'avais pas mal de use cases que je voulais vous présenter, mais on a pris un peu de retard, donc vous pourrez les découvrir, on partagera tous les PowerPoint en PowerPoint. Point numéro 5, on a parlé du budget énergie. Maintenant, on va regarder le budget matériaux, parce qu'il se trouve qu'à nouveau, c'est comme l'argent, pour économiser du carbone en énergie, il faut dépenser du carbone en matériaux, en tout cas assez souvent. Et donc, il y a cette notion que certains d'entre vous commencent à bien toucher du doigt, qui est la notion de temps de retour carbone. Là, vous retrouvez un autre graphique où on voit dans le temps le cumul de mes émissions de gaz à effet de serre. Voilà, chaque année, j'ai un peu plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ma dette qui augmente au fur et à mesure. Et on sait que si on rénove, il va y avoir un pic d'émissions de gaz à effet de serre. On en parlait tout à l'heure, les matériaux, ils viennent de quelque part où il y a eu des émissions de gaz à effet de serre. Mais, du coup, la pente est plus faible, puisque j'ai diminué mon intensité carbone en exploitation. Donc, on a une notion de temps de retour carbone. Je dépense du carbone en matériaux, mais ça me permet de gagner du carbone en énergie. Donc, on a cette mécanique, je dépense, mais ça me permet de gagner. Et donc, on a un temps de retour carbone. À nouveau, c'est la dernière fois promis que je dis ça, ça marche comme l'argent. Donc, c'est assez sympa. Et quand on commence à se poser la question du temps de retour carbone, d'un seul coup, on se pose un certain nombre de questions intéressantes. Si je fais une rénovation partielle, parce que ça coûte cher les rénovations lourdes, on ne va pas tout faire, on l'a mis dans le PowerPoint, mais bon, on fait juste une rénovation partielle. Je vais avoir une dépense de carbone qui va être limitée et un temps de retour carbone. Et si je m'impose ce temps de retour carbone, par exemple, je me dis je veux pas aller au-delà de 2050 parce qu'il y a une histoire de neutralité carbone en 2050, je me rends compte que si j'avais dépensé plus, à ISO temps de retour carbone, il aurait fallu durcir ma diminution d'impact sur l'énergie. Donc en fait, plus on dépense de carbone sur les matériaux, plus il faut diminuer drastiquement le carbone en énergie. Voilà, on touche du doigt cette élasticité. Plus je dépense en matériaux, plus il faut que je sois ultra performant, ambitieux, volontariste sur l'énergie. Traduction, je fais une rénovation lourde. Quand j'ai terminé, j'ai intérêt à me poser la question du vecteur énergétique et du niveau de décarbonation que j'ai eu sur l'énergie si je veux avoir cette élasticité-là. Donc quand je dépense en matériaux,
j'ai intérêt à serrer la ceinture lourdement sur l'impact carbone de l'énergie. Cet indicateur-là ouvre ces chakras-là et ça fait partie des travaux qu'on développe cette année dans le hub des prescripteurs bas carbone. J'en arrive à la fin, et je regarde la montre. On a réussi à rattraper notre retard, c'est incroyable. J'espère que ce n'était pas au détriment de l'intérêt et du caractère pédagogique de ce qu'on raconte. On a vu bâtiment par bâtiment, mais dans la vraie vie, en général, on a plusieurs bâtiments. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on a compris ce qui se passe à l'échelle de chaque bâtiment, on peut compiler tout ça et avoir une vision à l'échelle du parc. Et là, ce qu'on constate, c'est que souvent, les pratiques immobilières, c'est on va essayer de se mettre un peu en compliance avec une trajectoire. Cette trajectoire, ça peut être la SNBC. Tout à l'heure, la stratégie nationale bas carbone, rappelez-vous ce business plan où on avait honte d'aller en comité d'engagement parce qu'on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'on perd de l'argent. En fait, il y a une pente. Donc on peut se dire, je vais essayer que quand je cumule tout, je sois à peu près sur la même pente. Comme ça, je peux dire que je suis dans la même trajectoire que mon pays. Puis il y a d'autres méthodes, il y a plein de méthodologies, on pourra en débattre assez longtemps. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent le CREM, le Carbon Risk Real Estate Monitoring, qui est une méthode de monitoring international pour justement se donner des trajectoires. Je ne rentre pas dans le détail. Bref, il y a tout un tas de tactiques qui existent. Les limites, assez souvent, qu'on retrouve dans ces stratégies sont les suivantes. La première, c'est qu'on ne se demande pas le potentiel max. Pas de pot. Tous ceux qui se sont mis sur la trajectoire SNBC, j'ai l'intuition que cette année, la stratégie nationale bas carbone va un petit peu se durcir. Voilà, donc quand on ne regarde pas son potentiel maximum, faut faire attention parce qu'à chaque fois... Laurent, tu souhaites intervenir ? Je rajouterai quelque chose juste après. D'accord. Deuxièmement, on prend assez peu souvent le carbone embarqué dans les matériaux. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Je sais que la RE 2020, c'est dur, mais soyons fiers. On a eu l'audace d'introniser l'analyse de cycle de vie. Donc on a un peu d'avance sur pas mal de monde. Donc essayons de continuer à avoir cette avance et mieux comprendre cet équilibre entre je dépense du carbone pour les matériaux et j'en économise en énergie. Et puis le plus dur, c'est pas les PowerPoint, c'est évidemment de passer à l'action. Mais ça, dans quelques instants, on va le découvrir avec nos conférenciers. Oui, juste un mot pour ajouter sur ce que dit Christophe. On a une stratégie nationale bas carbone qui est le reflet d'une politique nationale consciente, volontariste de réduire les émissions des gaz à effet de serre de la France. Elle s'est traduite dans l'immobilier par une série de réglementations extrêmement bien pensées, intelligentes et donc qui vont s'appliquer. La RE 2020 en est le premier exemple. C'est une réglementation extrêmement ambitieuse sur la limitation de la quantité de carbone embarquée par mètre carré construit. Elle est très structurante des métiers de la construction pour les années à venir. Elle va continuer de se durcir. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le DPE. Le DPE rend non louable un certain nombre d'appartements ou de logements qui sont dans les catégories les plus basses. Dans le domaine du tertiaire, le décret tertiaire a fixé des ambitions de réduction de consommation par mètre carré dans les bâtiments tertiaires. Il y a un système qui s'appelle Opérat, qui vous demande, quand vous êtes dans le tertiaire, de reporter les consommations et de matérialiser cette réduction. Ne nous y trompons pas, derrière la stratégie, il y a des lois. Il y a des lois contraignantes, il y a des lois qui vont changer la manière d'exercer le métier de constructeur et la manière d'exercer le métier de propriétaire. Voilà. Donc, c'est extrêmement structurant pour les années à venir. Il y a un potentiel considérable d'amélioration relative de la performance des acteurs qui vont se mettre dans le sens de ces réglementations, parce qu'elles sont, encore une fois, ce sont des réglementations atteignables, intelligentes, réalistes. Et il y a également, dans le même temps, et je le dis très gentiment, très sympathiquement, un potentiel de perte et de catastrophe très important pour ceux qui ne prendront pas à temps les mesures pour se mettre à niveau de ces réglementations. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis un professionnel de l'immobilier, j'ai longtemps pratiqué. L'immobilier, ça ne doit pas rimer avec immobilisme. Il faut absolument apprendre et réapprendre à construire, apprendre et réapprendre à exploiter en fonction de ces nouvelles règles qui sont des révolutions industrielles considérables de nos métiers. Apprendre et apprendre, ça se fait, ça prend du temps. Et donc l'urgence, en tout cas, pour nous, elle est là. Elle est, et si j'ai un message à passer, c'est dépêchons-nous, dépêchez-vous d'apprendre, d'envoyer vos équipes apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Voilà, donc rentrez dans des expérimentations sur construire moins carbone, sur construire mieux carbone, sur exploiter avec moins de carbone,
Voilà, on est à votre disposition à l'IFPEP pour vous faire rentrer, et dans le 4MT, pour vous faire rentrer dans ces opérations expérimentales. C'est la base de la vocation de notre organisation. Très bien, donc on clôture ici donc la première conférence qui a planté un petit peu le décor. Je vous inviterai à plusieurs reprises, j'en profite pour faire un peu une page de réclame. Vous pourrez découvrir notre publication sur notre site internet et on vous la diffusera. Bon bref, ce qui compte c'est plutôt l'action que les publications, mais il faut bien que je le fasse quand même. Et je vous propose maintenant qu'on rentre, du coup, on va pas faire de questions-réponses, on fera une session questions-réponses juste après le premier témoignage. Et passons un peu au concret. Donc on a parlé de 3 leviers. Réduire le besoin net en mètres carrés, avec cette notion de sobriété immobilière finalement, comment intensifier l'usage et réduire le besoin net au mètre carré, consommer moins d'énergie et de matériaux, et consommer mieux l'énergie et les matériaux. Et je vous propose qu'on attaque à présent la deuxième conférence, qui est extraordinaire. Je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, moi-même, j'ai été bluffé, donc je suis impatient que vous découvriez ça.